L'histoire des Juifs de France, c'est tous les matins, en compagnie de Christophe Dard, pendant quelques minutes tous les matins. Et oui, nous partons à la découverte d'un événement ou d'un personnage incontournable de la vie de la communauté juive en France, de l'Antiquité à l'époque contemporaine. Alors nous restons au début du XVIIIe siècle, aujourd'hui plus précisément à la découverte de la communauté juive de Louisiane. À cette période, comme nous l'avons vu pour les Antilles françaises, des Juifs vivent en effet sur ce territoire qui appartient au royaume de France, dans ce que l'on appelle alors la Nouvelle-France. Mais leurs conditions de vie vont devenir de plus en plus difficiles avec l'application notamment du Code noir qui entraîne leur expulsion. Alors avant de parler dans le détail, Christophe, de tout cela, on va commencer par peut-être parler de ce territoire français qui est alors la Louisiane au début du XVIIIe siècle. Et c'est début 1682 qu'un explorateur du nom de René Robert Cavelier de la Salle, 39 ans, mène une exploration du Mississippi et atteint l'embouchure du grand fleuve. Et il prend possession des territoires environnants peuplés d'Indiens au nom du royaume de France et donne la Louisiane d'ailleurs en l'honneur de Louis XIV. Louis XIV, Louisiane. C'est une région importante qui va du golfe du Mexique au Grand Lac et qui couvre l'équivalent d'ailleurs de 10 États américains actuels. Mais Louis XIV n'est pas très convaincu par cette découverte. Il écrira à un proche, le gouverneur de la Barre, que cette prise française est fort inutile et qu'il faut dans la suite empêcher de pareilles découvertes alors qu'il y est assez facile de faire de l'agriculture. Toutefois, Cavelier de la Salle a le feu vert du souverain pour fonder une colonie. Et la Louisiane fait partie de ce que l'on appelle la Nouvelle-France. C'est cet ensemble de territoires qui existe depuis 1534, après l'exploration du golfe de Saint-Laurent, et donc Québec, fondé en 1608 par Samuel de Champlain, est la capitale. Jusqu'en 1645, cette Nouvelle-France est une colonie comptoir, donc utilisée pour les échanges commerciaux, et puis c'est devenu une colonie de peuplement, puisqu'en 1663, Louis XIV intègre d'ailleurs la Nouvelle-France dans le domaine royal, la dot d'une nouvelle administration, et fonde la Compagnie française des Indes occidentales. Mais Cavelier de la Salle se perd en route et n'arrive pas à retrouver le delta du Mississippi. Il est finalement tué par les derniers membres de son expédition à être encore en vie et qui ne supportent pas sa brutalité. Il faudra attendre 1699 pour qu'une colonie soit fondée en Louisiane. Et on ignore évidemment ainsi dans ces premières années, beaucoup de Juifs s'installent sur place, même si la Louisiane devient un carrefour commercial important. En 1712, le privilège du commerce exclusif sur le territoire de la Louisiane est confié à un financier du nom d'Antoine Crozat qui va créer la Compagnie du Mississippi et y introduire des esclaves noirs. En 1717, lorsque Crozat se retire de Louisiane, on compte à peu près 400 habitants de race blanche, beaucoup de Canadiens, mais aussi des Français, certains venant des Antilles, des marchands espagnols et portugais pour la plupart. La Compagnie d'Occident, qui prend le relais du contrôle de la Louisiane, veut davantage attirer les Européens. La Nouvelle-Orléans est donc fondée en l'honneur du régent Philippe d'Orléans, sous la houlette de John Law, un économiste très influent et qui deviendra plus tard ministre des Finances. De nombreux Allemands, Suisses et Français, principalement alsaciens, décident donc de tenter l'aventure en Louisiane. Et c'est peut-être là qu'on peut penser que l'Alsace française, je vous le rappelle, depuis 1648, on en a déjà parlé, a vu peut-être partir un certain nombre de Juifs pour la Louisiane. Alors vous me direz, l'Alsace, faut-il encore déjà passer par Paris, arriver sur l'Atlantique et partir pour la Louisiane? Ça paraît être un long voyage, mais c'est une supposition. Et pourquoi? Des historiens se sont penchés là-dessus parce que d'une part, une communauté importante vit dans cette province, comme vous le savez, en Alsace, et depuis le rattachement à la couronne de France, il y a une hausse de la démographie, 525 familles, 2600 Juifs environ dans toute la province en 1689, qui bondit à 3655 8 ans plus tard, et jusqu'à 1269 familles en 1716. Or, rien ne les retient, puisque la plupart vivent dans la misère et sont discriminés. Alors, des fois, leurs conditions sont meilleures, notamment par rapport aux Juifs de Paris dont nous parlions vendredi, mais ils vivent souvent à la campagne, et même si l'édit d'expulsion de 1394 ne s'applique pas à la rencontre, les seigneurs sont libres de les accepter ou de les expulser. Et puis, il faut dire aussi qu'à l'instar de leurs voisins néerlandais, des Juifs n'ont pas hésité à traverser l'Atlantique par le passé. Et oui, en 1654, ça peut donner des idées à certains. Un certain Jacob Bar Simpson est le premier Juif à débarquer à la Nouvelle-Amsterdam sur le territoire de ce qui allait devenir New York. Et il travaille pour la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, et dans la foulée de l'arrivée de Bar Simpson, une communauté juive est fondée par 23 Juifs, en majorité séfarades, venus de Recife au Brésil, une ville qui a été néerlandaise, mais qui est tombée aux mains des Portugais, qui y a rétabli l'Inquisition catholique. Vous savez, ce tribunal, l'Inquisition, qui a été très dur à l'égard des Juifs et qui a entraîné d'ailleurs pour bon nombre leur exil. La France veut donc suivre l'exemple, Christophe, et c'est l'un des intendants de John Law, un balte juif du nom de Elias Stultes, je ne sais pas si je prononce correctement ce nom. Il nous en voudra pas, a priori. Qui supervise les départs d'Européens vers la Louisiane, mais il faut bien le dire, cela vire à la catastrophe. Et oui, le scorbut fait des ravages à bord des embarcations. Le scorbut,
c'est véritablement la plaie, on peut dire, hein, notamment pour les histoires de corsaires. La maladie des Voilà, marins. la maladie des marins, exactement. Et puis en Louisiane, eh bien, faut dire que rien n'est fait pour accueillir les colons. Je vous épargne bien sûr le climat aussi très hostile, hein. Il n'y a pas de vivres, de vêtements, de médicaments, alors que les maladies font rage. C'est quand même une région tropicale, hein, et peu sont ceux à rester vivants. D'ailleurs, Elias Stultus, devant cet échec, va décider d'amener les rares survivants qui lui restent dans une concession, celle de l'Arkansas, bien que guère plus accueillante, avec des marécages, une Ouais. végétation luxuriante et donc un climat très hostile. L'installation des Juifs est d'autant plus difficile qu'ils sont sous la menace de l'expulsion, hein, exactement comme en Martinique et en Guadeloupe une quarantaine d'années plus tôt, ce qui avait d'ailleurs abouti à leur expulsion en 1683, expulsion confirmée par le Code noir 2 ans plus tard. Et dès 1716, un mémoire à l'attention de la Compagnie d'Occident porte sur la Louisiane et, tiens, sur l'interdiction des protestants et des juifs, qui est fortement recommandée pour que la colonie fonctionne bien, car selon ce mémoire, les différences de religion entraînent des dissensions et des divisions. Entendez par là peut-être la remise en cause, hein, des échanges commerciaux. Mais ce n'est pas la seule raison invoquée. Il y a aussi la concurrence avec les autres puissances colonisatrices. Je cite le texte. La raison particulière pour la Louisiane est le voisinage des Anglais, fauteurs de toutes deux sectes tant protestantes qu'autres, aussi bien que les Hollandais, lesquels, outre cela, veillent toujours à tendre leur commerce par toutes sortes de voies et toutes sortes de prétextes. Pour les mêmes raisons, il faut encore moins souffrir les Juifs que tous les autres. Ceux du Portugal donnent un bon exemple de s'en garantir. Vous voyez qu'en clair, comme par hasard, on cite les Anglais et les Néerlandais qui, à l'époque, accueillent beaucoup plus de Juifs dans leurs colonies que dans les colonies françaises. Les Juifs vivant en Louisiane sont d'autant plus méfiants que la Régence, tout comme les rois antérieurs, ne fait pas exception dans les menaces ponctuelles d'expulsion, appliquées ou non. Pour preuve, en 1722, il est décidé que dans le royaume, les Portugais doivent être dénombrés et leurs biens inventoriés avec interdiction de vente. L'affaire se termine finalement par une taxe de 110 000 livres que, évidemment, les Juifs doivent payer. Et finalement, en mars 1724, alors que l'on compte à peu près 5000 personnes en Louisiane, dont 1600 à la Nouvelle-Orléans, eh bien le Code noir va être appliqué. Cette loi qui institue, légalise l'esclavage et interdit toutes les religions, sauf le catholicisme. Et qui dit application du Code noir, qui dit application de l'article 1, qui ordonne l'expulsion des Juifs de la colonie, hein, souvenez-vous, on en avait parlé. Et du coup, conséquence, hein, de l'application de ce premier article du Code noir, les navires sont saisis et dans les possessions françaises comme dans le royaume, eh bien seule la religion catholique est tolérée. L'expulsion des Juifs restera en vigueur pendant toute la période où la Louisiane appartient à la France, hein, c'est-à-dire jusqu'en 1762, lorsqu'elle est cédée à l'Espagne et à la Grande-Bretagne. La Louisiane redevient française entre 1800 et 1803, avant d'être finalement vendue aux États-Unis. Mais on peut dire que c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes parlent français en Louisiane. Exactement, et que d'ailleurs, il y a des attaches encore très fortes. D'ailleurs, beaucoup de villes gardent leur nom français. Et au cours du 19e siècle, eh bien, la Nouvelle-Orléans abrite une importante communauté juive, avec des Français qui ont décidé d'émigrer. Par exemple, entre 1840 et 1870, sur les 134 émigrés juifs du Haut-Rhin, on retrouve donc nos amis alsaciens qui sont partis aux États-Unis, eh bien 12 font le choix de la capitale de la Louisiane. Et d'ailleurs, le Museum of the Southern Jewish Experience, donc les Juifs du Sud, hein, a ouvert ses portes cette année à la Nouvelle-Orléans et raconte l'histoire des familles juives du Sud du pays. Merci Christophe Dard pour cet épisode de notre série donc sur l'histoire des Juifs de France. Évidemment, ça continue tous les jours et au prochain épisode, eh bien, nous continuerons, je crois, de voyager. Nous poserons nos valises au Québec, c'est ça? Et oui, exactement, au Québec, car comme en Louisiane, de nombreux Juifs s'y sont installés au cours du XVIIIe siècle. Enfin, j'extrapole un peu, parce qu'il n'y a pas tant que ça au cours du XVIIIe, mais il y a un mouvement, disons, d'ailleurs, grâce aux Anglais, encore une fois, qui va apparaître, qui va donner des idées aux Juifs français. Et en revanche, comme pour la Louisiane, c'est au cours du XIXe siècle, on en parlera, que ça va vraiment augmenter, voilà, pour les Juifs de France qui ont le désir d'émigrer. Eh bien, c'est très intéressant. Merci beaucoup Christophe Dard. À noter que vous pouvez retrouver bien sûr cette chronique sur notre site internet radioj.fr, également en vidéo sur notre page YouTube.